La solitude est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Il s'agit là de la définition la plus commune d'un mot pourtant bien souvent mal compris. Nous avons tous, à un moment de notre vie, éprouvé un sentiment de solitude, à une plus ou moins grande échelle, sur une plus ou moins longue durée. Un sentiment connu de tous et pourtant propre à chaque individu. Et il ne fait nul doute que la crise sanitaire du Covid a eu un impact désastreux sur la santé mentale de la population et sur la relation des plus jeunes générations avec la solitude. Un isolement radical ayant pour beaucoup brisé des liens parfois déjà très fragiles avec leur entourage. Selon une étude réalisée en janvier 2023, 20% des plus de 15 ans se sentent seuls et 80% d'entre eux en souffrent. Et il faut dire que l'avènement des réseaux sociaux ne fait que renforcer ce phénomène, créant cet étrange paradoxe où malgré une connexion quotidienne avec le monde entier, la solitude n'a jamais été si omniprésente dans nos sociétés. Pourtant, il est difficile de poser des mots sur ce sentiment. Qu'est-ce que la solitude? Est-ce le fait d'être seul ou est-ce le fait de se sentir seul? À vrai dire, la langue française ne nous permet pas d'en tirer une définition claire, et c'est sûrement l'une des raisons du développement de cette fausse idée générale selon laquelle la solitude est intimement liée à l'isolement. Néanmoins, nombreuses sont les personnes bien entourées ne pouvant s'empêcher de se sentir seules, un mal-être difficilement explicable lorsqu'on se fie à la signification de son mot racine. Mais la langue anglaise nous permet de donner un peu plus de profondeur à ce sentiment en le scindant en deux mots aux apparences similaires dans leur définition et pourtant différents dans leur approche. Solitude et loneliness. Solitude représente le fait d'être seul physiquement, c'est celui qui se rapproche le plus de notre définition francophone. Et loneliness représente l'état d'esprit lié au fait de se sentir seul sans prendre en compte quelconque état physique de solitude. Il est donc évidemment possible d'avoir un grand nombre de liens sociaux tout en partageant ce sentiment. Mais il est possible de trouver un certain réconfort dans la solitude. C'est pour certains une façon brutale de se recentrer sur soi-même, de mieux comprendre qui on est et ce que l'on veut. Mais c'est également une porte ouverte sur nos souvenirs enfouis, nous incitant à user de la nostalgie comme crème cicatrisante de notre mal-être actuel. Beaucoup d'artistes ont essayé de mettre en musique ce sentiment, mais rares sont ceux ayant réussi à toucher en plein cœur un sujet aussi complexe. Et parmi ces quelques exceptions se trouve une artiste devenue en très peu de temps une référence de la musique indépendante et alternative. Une artiste qui accompagne mes automnes et mes hivers depuis quelques années, et qui, je l'espère, à l'issue de cette vidéo, vous aidera à donner à votre tour une couleur particulière à ces saisons d'ordinaire si froides et moroses. La solitude est un véritable fléau qui touche tous les jours plus intensément nos générations. C'est un sentiment destructeur à premier abord, mais qui peut étrangement être utilisé comme un véritable moteur. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous le prouver aujourd'hui en vous parlant de Phoebe Bridgers. Pasadena, Californie, le 17 août 1994. La famille Bridgers accueille leur premier enfant, Phoebe. Avec un père technicien de plateau et une mère enchaînant les jobs dans le tertiaire, l'enfance de Phoebe Bridgers, à premier abord assez normale et tranquille, va très vite se compliquer. Son père, souffrant de problèmes d'addiction, s'est montré abusif avec elle, empêchant toute création de liens concrets, et c'est quelque chose qui va lourdement impacter la direction que va prendre la vie de la chanteuse. À l'âge de 13 ans, sa mère la force à prendre des cours de piano, chose que Phoebe détestait, voyant dans le fait d'apprendre à lire la musique une véritable corvée. Alors elle décidera de se mettre à la guitare qu'elle utilisera pour exprimer sa rébellion. La musique devient alors quelque chose de central dans sa vie, indirectement grâce à sa mère qui d'une contrainte fera naître une réelle passion et surtout un exutoire dans une adolescence mouvementée. Phoebe Bridgers va fréquenter le lycée d'art du comté de Los Angeles qui va l'aider à travailler sa voix en parallèle de ses instruments, et les choses deviennent plus sérieuses à l'âge de 15 ans quand elle rejoint le groupe de punk rock Sloppy Jane qui était fondé par Hayley Dyle avec qui elle va faire ses premières dates en tant que bassiste. Et c'est vrai qu'on est très loin de la Phoebe qu'on connaît aujourd'hui. La côte Est lui tendra les bras en lui offrant une place dans la prestigieuse université de musique de Berkeley à Boston, mais Phoebe Bridgers préféra rester sur la côte Ouest pour continuer à performer et enregistrer sa musique. Et c'est là que les choses se compliquent. En 2014, elle est approchée par Ryan Adams, chanteur et compositeur rock de renommée à l'époque de 20 ans son aîné. Il va lui proposer de l'aider dans sa carrière professionnelle et ira même jusqu'à produire son premier EP, Killer. Et ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que cet EP contient 3 morceaux qui finiront par atterrir sur son premier album studio. La relation professionnelle entre Phoebe Bridgers et Ryan Adams deviendra très vite intime et c'est là que le vrai visage du producteur se dévoilera, plongeant la chanteuse dans une relation toxique et abusive remplie de manipulation et de chantage affectif. En usant de son statut et de son âge,
Ryan Adams laissera derrière lui une jeune femme détruite qui a mis du temps à réaliser la gravité des abus qu'elle a subis et qui traîne encore aujourd'hui des traumatismes de cette relation. Phoebe Bridgers prendra la parole en 2019 pour dénoncer les comportements du chanteur, s'en suivra un mouvement de solidarité et une vague de témoignages affirmant que Ryan Adams a usé du même schéma de manipulation sur de nombreuses autres victimes. Indirectement, ces traumatismes aideront Phoebe Bridgers à rassembler quelques idées pour son premier album studio, et c'est d'ailleurs ce qui lui permettra d'atteindre dans ses textes et dans sa musique certains paliers émotionnels d'une justesse et d'une sincérité inégalables. Phoebe Bridgers va donc continuer à écrire et à performer à droite à gauche, notamment avec Sloppy Jane avec qui elle tourne toutes les semaines dans le but de rencontrer des gens du milieu de la musique, jusqu'à ce qu'un chasseur de tête la repère et lui propose un contrat. Alors dans un monde idéal, il s'agirait d'une personne haut placée dans un très grand label, bon là pas du tout, il s'agit d'une personne qui va la mettre en relation avec des marques et des producteurs de publicité. Et c'est de cette façon que Phoebe Bridgers commence à faire des pubs pour Taco Bell ou encore pour Apple. Sa carrière ne prend pas du tout le tournant qu'elle aurait espéré et c'est là que mentalement ça va commencer à devenir très compliqué pour elle. En fait, la bonne nouvelle c'est que l'argent qu'elle génère grâce à ses pubs lui permet de vivre convenablement, elle a même de quoi se louer un studio pour commencer la production de son premier album, et tout ça en ne travaillant que 5 jours dans l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, elle se retrouve dans cette situation assez étrange où elle peut se rendre au studio quand elle veut, enfin comme si c'était son métier alors qu'elle gagne pas du tout d'argent avec la musique, et ça c'est une situation rêvée pour beaucoup d'artistes. Alors bien que la situation financière de Phoebe Bridgers à cette époque n'était pas à plaindre, ce privilège d'avoir le confort de travailler sur sa musique sans avoir à se soucier de quelconque risque de ne plus avoir de quoi subvenir à ses besoins, va créer en elle un immense syndrome de l'imposteur. Une torture mentale illégitimisant tout ce qu'elle va pouvoir créer et ressentir sous prétexte qu'elle n'aurait pas mérité ce dont elle bénéficie aujourd'hui. Phoebe n'a pas le droit d'être triste, elle n'a pas le droit de se sentir seule, et doit ressentir de la culpabilité face à sa situation. Évidemment, elle seule s'est enfermée dans ce schéma de pensée dont il est très difficile de sortir. Phoebe Bridgers avait donc de nouveaux besoins d'un exutoire, et avec son producteur et ami Tony Berg, elle va réussir à mettre des mots et des sons sur ses émotions. Et c'est entre les doutes, la tristesse et les traumatismes que naîtra l'un des albums de début de carrière les plus acclamés de la musique contemporaine. Strangers in the Alps est l'album parfait à écouter lorsque le temps est gris et qu'il fait froid. Le disque reprend toute l'esthétique de ces artistes qui font hiver, comme justement Bon Iver ou Novo Amor, avec ses guitares au son clean et ses arrangements absolument fantastiques aux cordes. On a évidemment de la guitare acoustique, le son folk et des harmonies vocales hantées, pleines de réverbérations, nous rappelant cette certaine solitude lorsque l'on observe la brume de la nuit ou la rosée du matin et qu'il n'y a personne aux alentours. Et toute cette esthétique ne vient pas de nulle part car Phoebe Bridgers est fascinée par l'hiver et toute l'ambiance qu'il y a autour, que ce soit Noël, la nature ou l'obscurité. L'artiste a d'ailleurs enregistré ses voix dans le noir, donnant à l'album une ambiance très particulière. On a donc une musique mélancolique marquée par ces thèmes de solitude, de temps qui passe, de vie et de mort. Phoebe Bridgers se confirme en tant qu'artiste mais aussi en tant qu'individu, avec tous ses états d'âme, et Strangers in the Alps est comme une longue balade avec soi-même un soir de novembre. Just long enough to waltz in it with you any longer, it would have got old. Avec Smoke Signals comme intro et comme premier single officiel, la carrière de Phoebe Bridgers ne pouvait qu'avancer dans la bonne direction. Dès les premières notes, nous sommes conscients d'entrer dans un univers bien spécial, au croisement entre l'inquiétude, la mélancolie et le réconfort. Mais au-delà d'un univers sonore, c'est un style d'écriture bien particulier que Phoebe Bridgers va nous introduire. Des textes profonds et sincères arrivant à décrire avec une certaine exactitude les pensées de la chanteuse. À l'image d'un roman, Phoebe réussit à projeter dans notre imaginaire des scènes et des situations bien précises qui nous donnent l'impression de partager un souvenir commun, ça en devient même parfois déroutant. At the Holiday Inn where somebody else makes the bed. We'll watch TV while the lights on the street put all the stars to death. On va le comprendre très vite en écoutant l'album, mais Stranger in the Alps a été inspiré des nombreux événements qui ont composé la vie de Phoebe Bridgers, notamment de ses relations passées, mais surtout de l'impact qu'elles ont pu avoir sur elle. Et Smoke Signals ouvre parfaitement cette thématique, puisque c'est une chanson d'amour qui est dédiée à Marshall Vore, donc l'un de ses ex, qui a d'ailleurs participé à la création de plusieurs morceaux sur cet album, notamment celui-ci. Phoebe Bridgers va utiliser les signaux de fumée comme métaphore de sa relation. Ils représentent une situation de naufrage dont elle n'a pas été capable de secourir le rescapé, en l'occurrence ici son ex-compagnon Marshall Vore, et ce malgré ses nombreux appels à l'aide. Les différentes expériences vécues par
par la chanteuse dans le passé l'ont rendue presque inapte à s'ouvrir complètement à quelqu'un, et sont même venus donner à sa vie un goût constamment fade, voire amer, expliquant son état d'esprit très pessimiste qui se retranscrit dans ses textes. Phoebe Bridgers a peur de l'abandon, et pourtant semble incapable de maintenir sa relation avec Marshall Vore en vie. Elle le dépeint comme un naufragé, seul sur une île, essayant désespérément d'attirer l'attention de potentiels secours. Sur le dernier couplet du morceau, Phoebe affirme avoir fait la paix avec cette relation et est prête à aller de l'avant. Cette décision est liée à l'acceptation de qui elle est, se qualifiant d'ailleurs comme un mur froid et rigide, anesthésié de toute émotion. Une réalisation qui va lui permettre d'avancer et de mettre la main sur l'origine de son mal-être et de sa grande solitude. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est sur le plus gros succès de sa carrière qu'elle va commencer à régler ses comptes. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, l'un des aspects majeurs de Stranger in the Alps, c'est l'amour, enfin surtout ce qui se passe après l'amour. Trahison, solitude, tristesse, abandon, bref, tous les thèmes liés de près comme de loin à la post-rupture vont être abordés sur l'album, et d'ailleurs sur le deuxième morceau, l'heure est à la vengeance. Motion Sickness est une chanson dédiée à Ryan Adams, l'ex abusif et manipulateur de la chanteuse. Phoebe Bridgers, pendant ses quasi 4 minutes de morceau, va se libérer du poids que pesait cette relation dans sa vie. La chanteuse californienne utilisera cette fois-ci l'image du mal des transports pour exprimer son ressenti vis-à-vis de la personne qui l'a détruite. Un souvenir de relation lui donnant littéralement la nausée lorsqu'elle pense à toute la torture mentale qu'elle a subie, venant d'un homme usant de sa différence d'âge comme arme de destruction. La métaphore du mal des transports est d'ailleurs subtilement utilisée puisqu'elle fait également référence à une maladie que Ryan Adams avait contractée qui s'appelle la maladie de Meniere. Pour vous expliquer très rapidement, c'est une infection de l'oreille interne qui provoque des vertiges et donc des nausées. Donc si on récapitule bien, Phoebe Bridgers décide de régler ses comptes avec son ex sur une chanson en mettant en parallèle la nausée que lui provoque cette relation avec les symptômes de la maladie de son ancien partenaire. Le tout sur le morceau le plus streamé de sa carrière. Non, désolé, c'est trop fort. Motion Sickness sera la seule chanson relativement entraînante de l'album, et c'est d'ailleurs la seule qui traite de l'une de ses relations aussi négativement, car plusieurs autres situations de relations seront abordées, mais toutes serviront à mettre en avant la solitude de la chanteuse, parfois prête à tout pour ne pas se retrouver seule. C'est ce que l'on comprend sur le morceau Demi-More, où Phoebe Bridgers essaye de combler sa solitude en passant par le sexting et l'envoi de photos dénudées à son partenaire pour susciter sa réaction. Au premier abord, c'est une façon pour elle de se mettre en valeur et de se sentir désirée, mais ce n'est en réalité qu'une emphase sur l'état de vulnérabilité qui l'habite lorsqu'elle est seule. La solitude et la peur de l'abandon vont être deux thèmes omniprésents tout au long de l'album, et seront abordés de la plus belle des façons sur l'un des plus beaux morceaux de la carrière de Phoebe Bridgers. Scott Street, c'est le nom d'une rue située à Los Angeles où se trouvait le studio que louait très souvent Phoebe Bridgers pour enregistrer son album avec notamment son ex Marshall Vore dont on a déjà parlé. Hey, I'm Marshall Vore, I'm Phoebe's ex-boyfriend and we're still friends. Et donc sur la chanson éponyme, Phoebe Bridgers nous dépeint une situation de post-rupture dans laquelle elle recroiserait pour la première fois son ex dans une rue qu'ils fréquentaient très souvent tous les deux par le passé. Walking Scott Street feeling like a stranger with an open heart, open container. Phoebe va mettre en place une discussion qui va très vite se transformer en question-réponse où elle va prendre des nouvelles de son ex et lui va lui répondre sans forcément trop épiloguer. C'est extrêmement bien écrit, on sait exactement de quel genre de situation elle parle et on a même l'impression d'être spectateur de la scène, c'est assez bluffant.
J'aime énormément la construction de ce morceau qui vient ajouter un petit détail de production à chaque nouveau palier émotionnel atteint. L'échange entre Phoebe et son ex arrive à sa fin et on commence à sentir toute la rancœur qu'elle éprouve par rapport à cette relation. De par ses réponses très brèves, on imagine que son ex a soit pas envie de répondre ou soit est beaucoup trop mal à l'aise dans cette situation, et c'est là que la question que lui pose Phoebe Bridgers prend tout son sens. Ce bridge sera suivi d'un long passage instrumental qui représente le moment de flottement qui sépare la question de la chanteuse d'une éventuelle réponse. Moment qui semble hors du temps, comme si tous les souvenirs liés à leur relation refaisaient surface dans un festival de sonorités très émouvante. On entend d'ailleurs à des moments ponctuels des bruits de sonnettes de vélo, de sirènes de bateau, bref, c'est un moment confus pour les deux individus qui semblent contempler leur relation passée au travers des yeux de l'autre. Phoebe Bridgers finira par briser le silence en concluant son morceau par une phrase déchirante qui une fois de plus met en avant sa vulnérabilité et sa grande solitude. La plus grande crainte de la chanteuse serait qu'après tout ce qu'elle a pu partager avec son ancien partenaire, ce dernier ne devienne qu'un étranger, une personne qu'elle ne connaît plus. Terrorisée à l'idée de se faire abandonner aussi bien physiquement qu'émotionnellement, Phoebe Bridgers va se morfondre en essayant de trouver un moyen de garder les gens auprès d'elle, une sorte de contrôle total de ce qui compose sa vie de manière à soigner ses profondes insécurités. Et c'est de là que va naître une obsession morbide qui va hanter les pensées de la chanteuse et habiter une majeure partie de son album. Si on a pu aborder différentes thématiques liées à l'amour, Stranger in Alps va très vite nous faire comprendre qu'il ne s'agit pas là du sujet principal de l'album. À vrai dire, c'est un sujet qui partage sa place avec une autre thématique bien précise, celle de la mort. Mais ce qui nous intéresse ici, et ce qui nous est raconté par Phoebe Bridgers, c'est à quel point ces deux sujets peuvent être liés. Sur Georgia par exemple, Phoebe parle d'une relation avec un homme qu'elle trouvait trop immature pour pouvoir envisager quelque chose de sérieux et de durable, mais elle est tellement paralysée à l'idée de mettre un terme à la relation et donc d'être à l'origine de sa propre solitude, qu'elle préférait que l'autre personne meure pour se soulager de toute implication dans la rupture. Alors oui, c'est extrême comme schéma de pensée, mais c'est quelque chose qui fait sens quand on prend en compte tous les traumatismes et toutes les insécurités qu'elle a accumulées depuis le début de sa vie. Son obsession morbide va prendre davantage de place sur le morceau Killer, qui vient mettre en parallèle les agissements de certains serial killers avec la peur d'être seul. Alors attention, Phoebe Bridgers ne glorifie pas les actions des tueurs en série, mais s'en sert comme une source d'inspiration narrative et fictive pour exprimer ses pensées les plus tordues. Phoebe a plusieurs fois parlé de son obsession pour les tueurs en série, une curiosité morbide partagée par beaucoup lorsque l'on voit la popularité des documentaires sur le sujet. Peut-être exprime-t-il certains de nos vices que l'on n'osera jamais avouer, peut-être nous permet-il de nous questionner sur notre relation à la mort, peut-être qu'il s'agit des deux et c'est ce terrain que Phoebe Bridgers a décidé d'explorer sur la chanson Killer. Sometimes I think I'm a killer. I scared you in your house. I even scared myself by talking about Dahmer on your couch. But I can't sleep next to a body, even harmless in death. Plus I'm pretty sure I'd miss you and fake and sleep to count your breath. La peur de perdre quelqu'un de cher et de ne pas avoir le contrôle sur le déroulé de la vie l'a fait se questionner sur les différentes façons d'éviter l'abandon. Et c'est là que ses pensées morbides vont prendre le dessus. Can the killer me tame the fire in you? Or is there nothing left to do for us? Évidemment, la solution par le meurtre n'est pas quelque chose d'envisageable, donc c'est pour ça que Phoebe a ce sentiment d'être complètement démunie, et son obsession autour de la mort va continuer sur plusieurs morceaux, notamment sur Chelsea, qui raconte le meurtre de Nancy Spungen en 1978 par Sid Vicious, le chanteur des Sex Pistols, dans une chambre du Chelsea Hotel à New York. Cette histoire, donc est une histoire vraie, elle est à l'origine de la fascination étrange qu'éprouve la chanteuse sur le fait qu'une personne puisse en tuer une autre dans un contexte de relation, et surtout de comment les médias arrivent souvent à romancer ces tragédies pour les rendre beaucoup plus attrayantes. Elle continuera de nous conter des histoires de crimes dits passionnels, j'aime pas du tout ce mot, parce qu'on parle littéralement de meurtre, sur l'outro de l'album qui s'appelle You Missed My Heart et qui est une reprise d'une chanson composée par Mark Kozelek et Jimmy Laval. Sur cette chanson, Phoebe nous raconte l'histoire d'un meurtrier venu assassiner ce que l'on imagine être le nouveau copain de son ex-compagne pour essayer de la récupérer. Donc voilà, on retrouve encore une fois cette idée d'arriver à des extrêmes pour garder une personne près de soi. En effet, la mort est un thème omniprésent sur l'album et c'est vrai que si vous connaissez pas Phoebe Bridgers, vous pouvez trouver ça un poil tordu quand même. Mais cette obsession a évidemment une origine qui découle d'un traumatisme qu'elle nous raconte sur ce que j'estime être la meilleure chanson de l'album.
Si Phoebe Bridgers a été confrontée à l'abus, la manipulation et l'abandon très tôt dans sa vie, elle a également dû apprendre à faire face à la mort. Sur Funeral, la chanteuse nous parle de l'impact qu'a eu le décès de l'un de ses amis proches des suites d'une overdose sur sa vie. Un morceau magnifiquement bien écrit qui illustre à la perfection à quel point le deuil est un sentiment extrêmement complexe à appréhender. Singing at a funeral tomorrow for a kid a year older than me, and I've been talking to his dad. It makes me so sad when I think too much about it. I can't breathe. Très vite, le morceau va se laisser déborder par une avalanche de pensées de la chanteuse qui se morfond dans sa propre tristesse. Elle est persuadée qu'elle a toujours été triste et qu'elle le sera toujours, comme elle nous le dit dans le refrain, mais finit par reprendre ses esprits en culpabilisant pour la famille du défunt. Last night I blacked out in my car, and I woke up in my childhood bed, wishing I was someone else, feeling sorry for myself when I remembered someone's kid is dead. C'est un mécanisme de relativisation très nocif qui cherche à rendre notre tristesse illégitime sous prétexte qu'une personne traverse une situation plus compliquée que la nôtre. Et c'est en ça que je trouve l'écriture de Funeral magnifiquement bien pensée. Stranger in the Alps, c'est donc une sorte de condensé des différentes expériences et événements qu'a pu vivre Phoebe Bridgers qui nous sont racontés de la manière la plus transparente possible. C'est un album qui est assez difficile à digérer à la première écoute parce que ce qui est raconté dedans est tellement authentique que ça peut faire un petit choc, mais les sonorités sont tellement hypnotisantes qu'on finit par revenir dessus et à chaque écoute on finit par redécouvrir certains passages ou même mieux comprendre des morceaux qu'on n'avait pas forcément saisi au début. Il y a un aspect de l'album que je n'ai pas encore mentionné, c'est la profonde nostalgie liée à l'enfance qui émane du projet. Bien que son enfance ait pu être compliquée, notamment dans les relations avec son père, Phoebe Bridgers semble constamment chercher l'innocence perdue d'une époque révolue. Une période de sa vie dont elle a voulu s'échapper si on en croit les paroles de Would You Rather, une chanson dédiée à son petit frère Jackson, accusé d'avoir mis le feu à sa maison lorsqu'elle était enfant. Elle voit dans l'incendie un signe de s'enfuir pour une nouvelle vie, loin des problèmes familiaux. Les violences domestiques et les différents traumatismes qu'a subi Phoebe lui donnent l'impression d'avoir perdu l'enfant qui existait autrefois, celle qui ne se rendait pas encore compte de ce qu'elle était en train de traverser. Quand bien même, Phoebe Bridgers semble se rattacher à l'existence de cette partie d'elle-même, notamment dans les moments où son anxiété et sa solitude prennent le dessus, comme si elle souhaitait retourner à une époque où elle n'avait pas à se poser de questions. Hélas, cette Phoebe Bridgers n'existe plus. Et c'est peut-être pour cette raison que la pochette de l'album est une photo de la chanteuse enfant sur laquelle on est venu dessiner le drap blanc d'un fantôme. C'est aussi le cas sur les différentes pochettes de promotion du projet. La joie et l'innocence de la chanteuse ont disparu dès lors que son esprit a pris conscience des dommages subis tout au long de sa vie. Il ne reste désormais plus qu'un fantôme de la jeune fille insouciante qu'elle était. Stranger in the Alps serait en fait une lettre ouverte à l'enfant intérieur qui habite Phoebe Bridgers et qui arrive à lui apporter des arômes de bonheur dans les moments critiques de sa vie. Son vécu l'ayant laissé estropié et démuni face à sa solitude au point où le sacrifice de soi-même était une option envisageable pour se sentir désiré. Peut-être qu'au final la solution pour combattre cette solitude ne réside pas chez les autres, mais bel et bien à l'intérieur de nous-mêmes. Phoebe Bridgers ressentirait une sorte de blocage qui l'empêche de réellement tirer un trait sur son passé. Il resterait donc encore un peu de chemin à la chanteuse pour trouver la réponse à ces questions. Après avoir travaillé sur divers projets tels que Boy Genius, Phoebe Bridgers sort en 2020 son deuxième album, Punisher. Et ce disque marque la consécration définitive de l'artiste dans la scène indépendante. Punisher est donc un disque très spécial, on y retrouve Lucy Dacus et Julie Baker de Boy Genius, ou Connor Oberst de Better Oblivion Community Center, avec qui elle avait d'ailleurs déjà collaboré pour Stranger in the Alps. Mais on retrouve aussi le percussionniste Jim Keltner qui a travaillé avec John Lennon ou Neil Young pour ne citer que. Ce disque très spécial donc a été enregistré dans un endroit très particulier pour l'histoire de la musique populaire, le studio Sound City à Los Angeles qui a vu naître des albums de référence tels que After the Gold Rush de Neil Young ou Nevermind de Nirvana.
Dans Punisher, on retrouve le style de Stranger in the Alps avec cette fois-ci beaucoup plus d'effets et d'arrangements complexes. La musique de Bridgers est maintenant beaucoup plus consistante, les cordes, les voix, les percussions sont texturées et rendent sa musique dynamique et immersive et parfois même cinématographique, dans une forme de sound design associé à des parties pop. C'est donc la suite logique de son album précédent, c'est plus mature, plus produit et l'artiste nous accueille une nouvelle fois dans une superbe ambiance. C'est comme si le chemin que nous avions emprunté pour Stranger in the Alps nous amenait chez nous. Avez-vous déjà entendu parler du liminal core? C'est une esthétique née sur internet qui s'est construite autour de photos provoquant un étrange sentiment de malaise chez les personnes qui les regardent. Ce sont souvent des photos de lieux vides, assez brutes et mal éclairés, et c'est une esthétique qui s'est développée et a gagné en popularité pendant le Covid, et c'est loin d'être un hasard. Le liminal core, au-delà de susciter un sentiment de malaise, notamment avec la création du lore autour des backrooms, c'est avant tout un phénomène rempli de nostalgie. Si vous êtes né à la fin des années 90 ou au début des années 2000, les photos que vous venez de voir vous rappellent peut-être quelque chose. Le liminal core, c'est une esthétique qui est assez proche du nostalgia core qui vient se servir des souvenirs d'enfance de toute une génération pour créer ce fameux sentiment de malaise. Des aires de jeux vides, des centres commerciaux vides, des locaux de bureaux vides, même parfois des chambres d'enfants vides. Bref, le liminal core utilise des lieux qui nous sont étrangement familiers et qui normalement sont pleins de vie. Et en fait, ce qui crée le malaise, c'est de voir ces lieux complètement vides. En fait, c'est un peu un symbole d'une époque révolue. Et c'est là que la nostalgie prend une place très importante, justifiant l'explosion du liminal core pendant le Covid. C'est un moyen pour toute une génération isolée et en proie à la solitude de se replonger dans une époque où tout était plus simple. Dans une vidéo traitant du sujet, je suis tombé sur un commentaire qui résume parfaitement ce que nous fait ressentir le liminal core. Il s'agit tout simplement d'une anxiété réconfortante. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous paraît bizarre et que vous n'êtes pas du tout sensible à ce genre d'esthétique, mais ça me fascine depuis pas mal de temps, notamment depuis que Feldup a fait plusieurs vidéos sur le sujet sur sa chaîne, je vous mets tous les liens en description, et toute cette esthétique liée au liminal core va même s'étendre jusqu'à la musique avec de nombreux genres et sous-genres qui vont être associés à ce sentiment d'anxiété réconfortante. Il s'agit généralement de styles qui sont proches de la musique ambiante ou du soft rock alternatif. Et pour son deuxième album studio, Phoebe Bridgers va réussir à intégrer cette esthétique à sa musique, et ce dès la sortie du premier single de promo. Someday I'm gonna live in your house up on the hill. And when your skinhead neighbor goes missing, I'll plant a garden in the yard. Then Gordon Song nous servira d'introduction à l'univers de Punisher en faisant le lien entre les thématiques abordées sur Stranger in the Alps et de nouvelles sonorités à la frontière entre l'indie folk et le rock alternatif. Phoebe Bridgers se servira de ce morceau pour installer l'un des thèmes majeurs de ce nouvel album, la nostalgie et la peur de grandir. La chanteuse semble coincée entre une volonté de quitter le lieu où elle a grandi et l'angoisse que lui provoque cette nouvelle vie qui l'attend. Le morceau parle également de ses cauchemars et si vous tendez l'oreille sur le refrain, vous pouvez entendre une voix très grave couvrir celle de Phoebe. I don't know when you got taller. See our reflection in the water off a bridge at the Huntington. I hopped the fence when I was 17. Then I knew what I wanted. Alors là on peut interpréter cette voix de plusieurs façons différentes, ça peut être l'incarnation de ses cauchemars, ça peut être le fait qu'elle soit hantée par ses précédentes relations, ça peut être la peur qu'elle ressent de quitter son foyer, mais aussi le danger que représente le foyer par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo. Et le clip du morceau exprime ses sentiments à la perfection, en plus de nous introduire à toute l'esthétique liminale du projet, puisqu'on retrouve Phoebe Bridgers dans ce qui semble être sa chambre d'enfant en train de tirer sur un banc comme pour fuir sa réalité, le tout pendant que des monstres dansent autour d'elle. Et c'est pour cette raison que je trouve la musique de Phoebe Bridgers hyper intéressante parce qu'on peut littéralement interpréter toutes les phrases sous 40 angles différents. Au-delà de l'angoisse liée au fait de quitter son foyer, Gordon Song nous réintroduit aux pensées morbides de la chanteuse, annonçant au début du morceau tuer son voisin skinhead et l'enterrer dans son jardin. Jardin qui l'hantera sur le dernier refrain de la chanson. Phoebe Bridgers ne s'est pas débarrassée de son obsession étrange pour la mort, et bien que Punisher abordera moins cette thématique que Stranger in the Alps, un morceau en particulier va se démarquer des autres. Punisher, donc le title track de l'album, est une chanson dédiée à Elliott Smith, qui est un artiste qui a lourdement impacté la vie de Phoebe Bridgers et qui est mort assassiné de 2 coups de couteau dans le torse en octobre 2003. La chanteuse utilise son idéalisation d'Elliott Smith pour parler des relations parasociales dans lesquelles beaucoup de fans se retrouvent coincés. Alors une relation parasociale, c'est un lien à sens unique qui va se créer avec des personnes que l'on connaît pas, généralement c'est des célébrités, ce qui crée une dissonance entre un fan qui a l'impression de connaître toute la vie de son idole pendant que cette dernière n'est même pas au courant de son existence. Et c'est ce que Phoebe chante sur le refrain.
comprend très vite à quel point l'impact d'Elliott Smith sur la vie de Phoebe Bridgers a été important, et à quel point sa mort a été traumatisante pour l'artiste. La chanteuse se met dans la peau du Punisher, un fan extrême ébloui par sa relation parasociale avec l'artiste qui le stalkerait pour avoir l'impression de vivre avec. Elle utilise cette image pour exprimer son angoisse en tant qu'artiste d'être confrontée à ce genre de comportement qui, dans la plus dramatique des situations, peut s'avérer fatal pour la chanteuse. Et encore une fois, les sonorités du morceau nous plongent dans une ambiance presque liminale entre le malaise et le réconfort. La mort d'Elliott Smith, au-delà d'une tragédie pour l'industrie musicale, est un événement qui a marqué Phoebe au fer rouge, et vous allez le voir, c'est loin d'être le seul. On l'a mentionné à plusieurs reprises dans cette vidéo, mais le père de la chanteuse a été l'une des raisons principales de son mal-être. Et qu'est-ce que fait Phoebe Bridgers quand elle a besoin d'exprimer son mal-être? Et bah elle écrit un banger. Au-delà de l'aspect très léger de Kyoto, c'est un morceau hyper intéressant qui va mener à la première réalisation de la chanteuse. En gros, pour faire simple, Phoebe Bridgers met en relation un voyage au Japon avec la haine qu'elle éprouve pour son père. Je vous explique. Son séjour à Kyoto représente de manière générale la chance qu'elle a grâce à son nouveau mode de vie de pouvoir un peu voyager dans le monde entier, que ce soit dans un contexte de tournée ou juste de vacances normales. Phoebe a toujours rêvé de quitter sa ville natale pour pouvoir parcourir le monde, et maintenant qu'elle est en capacité de le faire, ça a toujours pas l'air d'aller. Et c'est là que le daron rentre en jeu. Sur Kyoto, Phoebe Bridgers réalise que sa volonté d'explorer le monde n'était qu'un leurre pour fuir son mal-être. En partant loin de chez elle, la chanteuse pensait se débarrasser de tous ses traumatismes, mais peu importe le nombre de kilomètres qui la séparent de son foyer, ce n'est pas ce qui va l'aider à soigner ses problèmes. Phoebe Bridgers réalise alors que fuir n'est pas la solution et qu'il faut qu'elle passe par une longue période d'introspection pour espérer aller mieux dans le futur. Kyoto lui aura permis d'extérioriser ce qu'elle ressentait par rapport à son père, il est désormais temps de se concentrer sur ses autres démons. Bon, à ce stade de la vidéo, vous avez dû comprendre qu'une grande partie du mal-être de la chanteuse est le résultat de ses relations passées, et c'est une thématique qu'elle va aborder plus en profondeur sur ce deuxième album, notamment sur le morceau Halloween qui parle d'une relation quasiment morte où personne ne prend d'initiative pour éviter les problèmes. Phoebe utilise Halloween comme l'occasion de mettre un masque sur leur relation et essayer de prétendre être un autre couple au moins le temps d'une soirée, mais les deux partenaires ont atteint un point tellement bas que même faire semblant ne suffit plus. Sur l'outro de la chanson, Phoebe répète qu'elle serait prête à faire n'importe quoi pour son partenaire et donc pour maintenir la relation en vie le plus longtemps possible, et ça fait un point avec ce qu'elle disait sur le morceau Demi-mort sur le premier album dont on a parlé un peu plus tôt. En fait, Phoebe a tellement peur de se retrouver seule qu'elle est prête à se sacrifier pour essayer de maintenir une flamme qui s'est déjà éteinte depuis longtemps. Et c'est une thématique qui touchera son apogée sur l'un de mes morceaux préférés de Punisher, Moonsong. So I will wait for the next time you want me like a dog with a bird at your door. Moonsong est l'un des plus beaux morceaux de la carrière de Phoebe Bridgers, mais aussi l'un des plus déchirants. C'est une chanson qui dépeint le portrait d'une relation à sens unique dans laquelle la chanteuse atteint un stade de désespoir tel qu'elle serait prête à tout accepter pour se sentir aimée, même d'aller décrocher la lune. Elle décrira d'ailleurs le morceau comme l'acceptation de se faire maltraiter par une personne, car au moins, elle nous traite tout court, et c'est déjà mieux que rien. Bon, on a clairement atteint un point de non-retour. Heureusement, Phoebe Bridgers va commencer à déceler certains comportements malsains dans sa façon d'appréhender une relation. C'est tout le sujet du morceau Savior Complex, dans lequel la chanteuse prend conscience de la raison pour laquelle elle se retrouve détruite, peu importe la personne avec qui elle est. Le Savior Complex, ou le syndrome du sauveur en français, c'est un trouble qui n'a pas été catégorisé comme un trouble mental, mais qui pourtant reste destructeur pour la personne qui en souffre. Pour faire simple, le syndrome du sauveur, c'est le résultat d'une insécurité émotionnelle et d'un léger trouble narcissique qui mène une personne à vouloir être le sauveur de l'autre. Le sauveur laisse passer les autres avant soi et ressent un besoin viscéral d'aider, et ça passe généralement par un soutien émotionnel qui est rarement bien contrôlé. Et dans le cas d'une relation, le sauveur va presque se sacrifier pour obtenir une sorte de reconnaissance, ou en tout cas de l'attention de la part de son partenaire, et tout ça, ça mène à des comportements toxiques. Donc sur Savior Complex, Phoebe admet souffrir de ce syndrome, et c'est là qu'elle va réaliser que ce n'est pas en voulant aider les autres à tout prix que ça va s'arranger de son côté. Au contraire, il faudrait surtout qu'elle arrive à s'aider elle-même. Mais entre les traumatismes du passé et la découverte de sa nouvelle vie, Phoebe est complètement perdue. I've been running around in circles, pretending to be myself.
Chinese Satellite va être le morceau qui va permettre le basculement de l'état d'esprit de Phoebe Bridgers. Depuis Stranger in the Alps, la chanteuse est passée par différentes phases exprimant l'évolution de son introspection. Comprenant que son rapport à l'autre ne peut fonctionner que si son rapport à elle-même s'assainit, Phoebe Bridgers a l'impression de se retrouver démunie de moyens. Ayant toujours vécu via le prisme d'une autre personne, elle a énormément de mal à façonner son propre prisme. Elle va donc essayer de trouver de l'aide et sur Chinese Satellite, Phoebe Bridgers nous confie avoir voulu être croyante pour remettre sa vie et ses problèmes dans les mains d'une force suprême, comme pour se dédouaner de toutes les responsabilités qui l'incombent. Hélas, on ne peut pas croire parce que l'on a envie, on croit parce que l'on croit. I want to believe. Instead, I look at the sky and I feel nothing. You know I hate to be alone. Phoebe Bridgers va clôturer le morceau en exprimant sa volonté de retourner chez elle, un lieu qu'elle essaye pourtant de fuir depuis ses débuts. Mais on l'a vu sur Kyoto, ce n'est pas en s'éloignant de ses traumatismes qu'ils finiront par totalement disparaître. Alors malgré la douleur du passé, lorsque l'on se sent perdu et que l'on n'arrive pas à trouver notre place dans notre propre vie, il ne reste qu'un seul lieu capable de nous tendre les bras. Phoebe Bridgers va donc retrousser ses manches et passer la porte de chez elle, car après tout, il n'y a pas meilleur endroit que notre chambre d'enfant. Ce retour aux sources va faire ressurgir des sentiments que Phoebe pensait avoir enfouis, en décidant d'enfin affronter ses problèmes de face avec les différentes réalisations qu'elle a pu avoir tout au long des deux albums. C'est un peu une nouvelle perception de la vie qui se dévoile sous ses yeux. Sur ICU, elle dit enfin ressentir quelque chose lorsqu'elle voit son ex Marshall Vore, donc le sujet principal de chansons comme Smoke Signals et Scott Street. Elle qui sur le premier album avait laissé mourir sa relation en se sentant incapable de changer quoi que ce soit et en acceptant cette personnalité du mur froid et rigide, Phoebe réalise enfin qu'il s'agit pas d'un trait de caractère mais bien du résultat de nombreuses années de souffrance. Et c'est seulement en l'acceptant et en remontant à l'origine de son traumatisme qu'elle peut espérer le changement. C'est donc naturellement sur un morceau explosif et presque joyeux que Phoebe va détruire le mur qui l'habite depuis quelques années pour pouvoir se reconstruire derrière. En brisant le mur qu'elle était devenue, c'est également les murs de sa propre maison qu'elle fera s'écrouler autour d'elle. Sa chambre d'enfant lui provoquant cet étrange sentiment de confort l'empêchait en réalité de faire la paix avec son passé, et la poussait constamment à se réfugier dans celui-ci par peur d'affronter l'avenir. Tout son mal-être n'est que le cumul de traumatismes non soignés et leurrés par ce faux sentiment d'appartenance à un foyer qui l'a pourtant fait souffrir pendant des années. Après la tempête émotionnelle qu'a été ICU, la tension va retomber pour nous présenter une Phoebe Bridgers plus apaisée sur le titre Graceland 2, qui nous donne l'impression d'observer la chanteuse seule au milieu des ruines pendant qu'un rayon de soleil vient petit à petit illuminer ce qu'il reste de sa chambre d'enfant. No longer a danger to herself or others. She made up her mind and laced up her shoes. Yelled down the hall, but nobody answered. So she walked outside without an excuse. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Voici la phrase que répète Phoebe Bridgers sur le refrain de Graceland 2. Un message de liberté rempli de confiance en soi qui exprime la rupture officielle des chaînes qui la maintenaient tapie dans les ténèbres. Si Graceland 2 porte un fort message d'espoir, c'est également une chanson qui provoque chez nous un sentiment de réconfort et d'apaisement après les événements mouvementés de l'album. Vaincre la solitude est un travail que l'on peut faire seul, mais c'est un travail qui peut s'avérer davantage efficace lorsque l'on est bien entouré. Phoebe Bridgers illustrera cette idée en invitant sur le morceau ses amis de longue date, Julian Baker et Lucy Dacus, ces mêmes amis avec qui elle a formé le trio Boy Genius, ces mêmes amis qui lui ont donné la force de dénoncer les comportements abusifs de Ryan Adams, ces mêmes amis ayant fait preuve d'un soutien émotionnel sans faille et qui lui ont donné les armes nécessaires pour vaincre ses démons les plus coriaces. J'aime beaucoup la dualité contradictoire entre une volonté de changer et l'incapacité de quitter sa zone de confort, et je trouve que ces deux sentiments ont été extrêmement bien exploités sur les deux albums dont on a parlé aujourd'hui. Là où Stranger in the Alps c'était plus un constat de l'état d'esprit de la chanteuse, Punisher va nous donner des clés de réflexion pour essayer de comprendre l'origine de cet état d'esprit. Et au-delà de parler de l'expérience personnelle de Phoebe Bridgers, c'est aussi une réflexion universelle qu'on peut avoir pour essayer de mettre des mots sur des sentiments qu'on a du mal à exprimer. Alors évidemment les problèmes de Phoebe Bridgers vont pas se régler aussi vite, en vérité c'est que le calme avant la tempête, c'est-à-dire avant que les milliards de questions que se posait la chanteuse viennent exploser après avoir été enfouies beaucoup
beaucoup trop longtemps. Car oui, accepter l'introspection, c'est aussi ouvrir une porte sur toutes nos angoisses. Phoebe Bridgers a conscience qu'au-delà de ses problèmes, le monde qui l'entoure continue d'aller mal. Et sans vouloir être pessimiste, c'est vrai que c'est un paradoxe assez curieux de vouloir aller mieux dans un monde qui va de pire en pire. Arrive alors le grand final de Punisher, qui doit être l'un des meilleurs morceaux de la carrière de Phoebe Bridgers, qui va venir tirer le rideau sur les années d'angoisse et de questionnement de la chanteuse. Bienvenue sur I Know the End. Somewhere in Germany, but I can't place it. Man, I hate this part of Texas. Close my eyes, fantasize. 3 clicks and I'm home. When I get back, I'll lay around. Then I'll get up and lay back down. Romanticize a quiet life. There's no place like my room. C'est seul, au milieu des ruines de sa propre maison, que Phoebe Bridgers décide de faire sa valise et de lasser ses chaussures pour un voyage sans retour loin de son passé. I Know the End s'ouvre sur l'une des réflexions principales de l'album, qui avait été abordée notamment sur Kyoto. Peu importe où elle se trouve dans le monde, Phoebe Bridgers ne souhaitait en réalité que revenir chez elle, ou plus précisément retrouver l'insouciance de son enfance. Mais le chemin parcouru tout au long de ces 2 albums lui ont fait comprendre que cette part d'elle-même avait disparu, et que sa maison n'était qu'un leurre l'empêchant d'aller de l'avant. Phoebe le comprend sur la 2e partie du premier couplet, en s'adressant à son enfant intérieur, dont il ne reste que le drap blanc d'un fantôme. You had to go. I know, I know, I know. Like a wave that crashed and melted on the shore. Not even the burnouts are out here anymore. And you had to go. I know, I know, I know. Phoebe va ensuite aborder le sujet de ses relations amoureuses en admettant que ça a dû être difficile pour ses partenaires de gérer la complexité de ses émotions. Elle fait d'ailleurs sûrement référence à Marshall Vore avec qui elle avait laissé mourir la relation à petit feu sans pouvoir y changer quoi que ce soit. Ce qui vient faire un pont direct avec Smoke Signals qui était le premier morceau de Stranger in the Alps. Cette fois-ci c'est clair, Phoebe Bridgers souhaite boucler la boucle qu'elle avait entamée au début de sa carrière. So I gotta go. I know, I know, I know. When the sirens sound, you'll hide under the floor. But I'm not gonna go down with my hometown in a tornado. I'm gonna chase it. I know, I know, I know. I gotta go now. I know, I know, I know. Le 2e refrain va inverser le sujet du refrain précédent. Phoebe ne s'adresse plus à son enfant intérieur mais parle d'elle à la première personne. La chanteuse affirme qu'elle est prête à partir et affronter les différentes épreuves de la vie qui vont se dresser devant elle. Une once d'espoir et de confiance en soi qui va se ressentir dans la production du morceau, où des percussions vont venir telles les battements du cœur intensifier le rythme de la chanson. Après avoir jeté un dernier regard vers les ruines de son passé, Phoebe passe le pas et franchit l'encadrement de sa porte d'entrée, depuis laquelle se découvre l'immensité du monde qui l'entoure. Il s'agit là d'une ouverture sur une nouvelle vie, mais également une ouverture sur de nouvelles angoisses. Mais Phoebe ne renonce pas et commence à avancer en direction de la tempête qui se dessine à l'horizon. Driving out into the sun, let the ultraviolet cover me up. Went looking for a creation myth, ended up with a pair of cracked lips. Les questions vont alors davantage s'accumuler dans la tête de la chanteuse, devenant très vite une sorte de brouillon confus où les angoisses, les attentes et les appréhensions ne font plus qu'un. La production s'intensifie au fur et à mesure que la chanteuse poursuit son chemin, le futur ne lui a alors jamais paru aussi menaçant, mais estimant n'avoir plus rien à perdre, Phoebe se jette au cœur de la tempête afin de faire de son passé une simple page usée d'un roman dont elle serait la protagoniste. Dans toute cette confusion, la chanteuse nous contera ses souvenirs mais aussi ses inquiétudes vis-à-vis de notre existence et ce qu'elle peut signifier dans un univers si vaste. Mais il est trop tard pour faire machine arrière et au fond d'elle, Phoebe Bridgers sait qu'il faut qu'elle continue à avancer malgré le cataclysme qui lui fait face. C'est seulement après un long et laborieux parcours symbolisé par son introspection que Phoebe commence à apercevoir l'accalmie qui l'attend derrière ses bourrasques de vent. Le plus difficile est déjà derrière elle, il ne reste plus qu'à se jeter dans l'œil du cyclone pour espérer se voir projeter vers les premiers rayons de soleil.
The End is Here. Voilà comment Phoebe Bridgers décide de clôturer son deuxième album studio. Au-delà d'annoncer la fin du projet, cette phrase vient poser le point final sur un chapitre qui s'est étendu sur plus de 3 ans. I Know The End s'offrira une magnifique outro orchestrale, presque chaotique à l'image de l'état de la chanteuse qui semble avoir enfin libéré tout le poids qui pesait sur ses épaules. Le clip du morceau est une synthèse parfaite de ce que nous avons pu explorer depuis le début de la vidéo, qui retranscrit parfaitement le chemin parcouru par la chanteuse. On y voit le contraste d'une Phoebe impassible, la tête presque sous l'eau à l'image de son premier album, et d'une artiste libérée extériorisant toute la frustration accumulée au cours de sa vie. Sur Punisher, Phoebe Bridgers fait tomber le drap qui recouvrait son corps et ses émotions sur Stranger in the Alps, pour arborer la tenue d'un squelette symbolisant une mise à nu complète et la destruction d'une peau l'ayant maintenue captive toute sa vie. La chanteuse est désormais libre d'appréhender la vie comme elle le souhaite, en avançant un pas devant l'autre en direction de l'avenir dont elle a secrètement rêvé. C'est donc sur un long cri de soulagement que I Know The End se conclura, un cri tellement puissant qu'il fera se briser les cordes vocales de la chanteuse. En effet, la fin est arrivée, et elle qui se rattachait constamment au passé, semble enfin prête à embrasser le futur. La solitude est l'état, ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi, d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Une définition qui manque tristement de nuances lorsque l'on se rend compte de toute la complexité du sujet. On l'a vu dans cette vidéo avec Phoebe Bridgers, le combat contre ce sentiment peut être long et difficile, demandant beaucoup d'énergie physique et mentale. L'avantage, c'est qu'aucun rythme ne nous est imposé, et qu'il ne s'agit en rien d'une course contre la montre. Le combat durera le temps qu'il devra durer, et vous seul êtes le chef d'orchestre de cet opéra complexe. C'est à vous de décider des temps forts, comme des temps de pause qui sont bien trop souvent négligés. Car après tout, qu'y a-t-il de mal à se retirer quelque temps de la ligne de front, si c'est pour pouvoir reprendre son souffle sur le banc de touche, afin de revenir en meilleure forme et plus déterminé que jamais pour la suite. Alors surtout prenez soin de vous, soyez curieux, écoutez de la musique, et je vous dis à la prochaine. Salut! Watch the world from the side.